100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Radio Pirate Live en ce mardi full soleil, à quelques heures d'une première tempête de neige pour à peu près tout le Québec. Entre 10 et 15, 20 cm, dépendamment. Juste vous dire, les gens de la Basse-Côte-Nord, pas la Basse-Côte-Nord, oui, la Côte-Nord aussi, mais le bas du fleuve, début de la Gaspésie. Je veux vous saluer. C'est 3 tempêtes de 20 cm en l'espace de quelques jours. Donc, c'est 60 cm en plein mois de novembre. Vive les changements climatiques. C'est en train de tout virer de bord. Notre chum Joe Hamel est là avec nous autres pour faire... il y a plein de sujets. On a plein d'affaires à jaser. Entre autres, on n'a pas le choix, Joe. D'abord, t'es salué. Et on doit faire un petit retour sur les midterms. Moi, j'ai fait mon lit en fin de semaine. Je vais vous dire de quoi. Moi, j'ai comme l'impression que... je sais que tu es plus positif que moi. Là. Moi, j'ai un petit down sur... je dirais le travail des journalistes, le travail des universités, le travail des organismes bien installés. Je pense que tout le monde fait la job pas pire. Et si on n'est pas capable de gagner, si les conservateurs ne sont pas capables de gagner alors qu'il y a un président complètement un des plus faibles de l'histoire, qu'on est dans un mood économique assez sévère avec l'inflation et que tu es dans une bonne passe pour gagner et que tu ne gagnes pas là, il y a un gros problème qui est plus gros que qu'est-ce qu'on pense que c'est. Moi, je pense que le contrôle des médias est encore plus gros que jamais. Je ne sais pas comment on va être capable d'avoir... je ne sais pas si les républicains ou les conservateurs ont à reformuler les discours, la stratégie, etc., mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est clair. Non, ben écoute, dans le contexte américain, je pense que le problème, c'était l'ombre de Trump qui planait encore sur plusieurs narratifs électoraux, dont plusieurs candidats qui étaient ouvertement backés par Trump. En fait, je pense que c'est un peu le bon côté de cette défaite-là. C'est pas vraiment une défaite, mais c'en est une. Quand tu vois le potentiel contrôle des 2 chambres qu'avait le Parti républicain, il y a quand même une couple de défaites qui font mal. Là. Tu regardes la Pennsylvanie, d'avoir perdu contre ce gars-là, c'est quand même assez incroyable. Là. Fetterman dans la Pennsylvanie. C'est un légume. Dr. Oz. C'est un légume. Ouais, mais le gars, écoute, avait fait quelques déclarations assez incroyables. Tu le mets de l'autre côté et les médias riraient ouvertement de ce gars-là. Là. C'est sûr et certain. Il était juste du bon bord. Mais bref, ce que j'entendais un peu sur le terrain là-bas, c'est un peu la même chose. C'est soit des gros fans de Trump qui étaient all-in ou je pense des gens plus modérés ou des républicains plus traditionnels qui disaient, ben regarde, son temps est passé. D'ailleurs, là-dessus, j'écoutais ce matin... je t'ai posté l'article. Ken Griffin, qui est le CEO de Citadel, lui qui avait supporté, je pense, Trump au début. C'est un des plus gros hedge funds au monde, là, Citadel. Il dit « three-time loser Trump », là, parce que dans le fond, il a perdu 3 fois. Perdu la midterms de 2018, il a perdu l'élection, puis maintenant perd avec les candidats la midterms de 2022. Là, il a besoin de se tasser puis laisser la place à DeSantis, qui, en passant, devenu le leader de facto là, du Parti républicain avec sa victoire là, quand même très décisive, je dirais même de la Floride. C'est plus un État, rappelons-le, là, la Floride a toujours été un État pivot. C'est rendu un État rouge, là, la Floride. C'est quand même assez incroyable. Là. Est-ce que... qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il y a de la résistance. Tu veux pas, on l'a vu avec le PCQ. On le voit encore là. Il y a des gens qui veulent aller jusqu'à all-in encore avec Trump. Puis moi, Trump m'a donné du bon temps, puis on a été probablement chercher ce qu'on avait à chercher. C'est-à-dire qu'il nous a donné confiance de se tenir debout devant les médias, de les revirer de bord, de vouloir vider la swamp. Donc, il y a eu son temps, puis dans l'histoire de la politique, je pense qu'il y a des choses qu'on va garder de lui, puis donc ce ne sera pas juste un flash de lumière pendant un temps, puis qu'on va l'oublier. Moi, je pense pas. Donc, il y a des choses qui peuvent nous servir, des choses dans la stratégie qui peuvent nous servir, mais carrément, en tout cas, à mes yeux, à moi, carrément, pour les raisons que tu viens de nommer, 3 défaites en ligne, puis celle-là est vraiment, elle ferait vraiment mal, surtout dans le contexte avec le président, puis la vice-présidente très faible qu'on a, les conditions économiques qu'on vit. C'était, en tout cas, c'était là pour une grosse victoire, une genre de red wave. C'est jamais arrivé. Ces candidats qui l'ont soutenu ont à peu près, en tout cas, soit qui ont gagné par la peau des fesses ou ils ont carrément perdu. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont accrochés à Trump? Moi, je l'aime bien, Trump, là, mais je suis capable de détecter à un moment donné que le compteur de 50 buts est devenu un compteur de 30 buts. C'est le temps de l'échanger pour avoir une coupe de choix au repêchage pour se concentrer sur Cole Caulfield. Moi, je suis le même, OK? Je veux dire,
C'est pas une question d'être fidèle ou pas. C'est une question de je veux gagner sacrement, il me reste 25 ans. Je peux-tu, à un moment donné, gagner dans le sens du monde? Ouais, puis surtout dans le contexte de la politique américaine, là, c'est très rare de voir quelqu'un faire un retour après une série de défaites comme ça. Tu sais, tu deviens. Parce que le field, le champ est tellement compétitif, tu as toujours des contenders qui montent. Regarde un gars comme DeSantis, tu sais, il y a 10 ans, on parlait pas du tout de lui. Il y a 5 ans, il a été élu, je pense, en 2018, right? Oui. Donc, tu vois comment rapidement, il y a des contenders qui émergent. On navigue pas toujours dans les mêmes eaux, là. Donc, je pense que les fidèles doivent tranquillement pas vite laisser aller Trump. Trump, malheureusement, il n'a pas réussi. Il y a quand même une énorme brand personnelle. Il y a quand même un soutien quand même massif qui est quand même assez large. Il y a des gens qui étaient comme un peu à gauche avant qui supportent Trump à la vie et à la mort. Donc, il n'a pas réussi à cimenter cet appui populaire-là dans un mouvement cohérent et crédible qui pouvait gagner des élections. Là. Je pense que ça a été démontré. Outre le Black Swan Event, là, l'événement de signe noir de 2016, la victoire des présidentielles, il n'a pas vraiment livré la marchandise par la suite. Là. Donc, je pense qu'il faut passer. Est-ce que c'est une erreur d'avoir accroché autant, s'être accroché autant, pas encore là, on entend encore parler, l'élection volée, là. Ça, c'est le... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, OK, tu as peut-être des points quelque part. Moi, je trouve un peu sceptique. Je comprends qu'il y avait des irrégularités, là, mais est-ce que vraiment ça aurait changé quelque chose? J'attendais des preuves concrètes, solides. Il y a bien des gens qui m'en parlaient à ce moment-là. Les premières semaines, j'étais ouvert à ça. Puis je me disais, écoute, j'ai envie de vous entendre, mais ultimement, m'avoir besoin de preuves concrètes, je suis fait de même. C'est sûr que je fasse, mais finalement, on les a pas eues. Non, mais il s'est accroché à ça. Et sérieux, ça faisait, tu sais, même si tu penses avoir raison, à un moment donné, il faut que tu décroches. Ouais, ben tu sais, c'est quoi ton levier, là? Tu sais, c'est qu'est-ce que tu vas utiliser pour. Parce que c'est quand même une affirmation quand même assez puissante, là, dire. C'est quand même assez extraordinaire de dire l'élection est volée, OK? Il y a définitivement un problème avec tout ce qui est l'aspect de. Et peu importe le côté, là, c'est parce que le problème, c'est que c'est majoritairement des votes démocrates, là, ce qu'ils appellent le ballot harvesting, là, tu sais, le vote par la poste, etc., ouais, qui a monté en flèche avec 2020. Là. Il y a définitivement quelque chose avec ça. Puis regarde le délai de comptage des votes. Nevada, Arizona, c'est ridicule. C'est absolument ridicule dans une démocratie comme les États-Unis d'Amérique, là, quand même. Là. Donc, il y a définitivement quelque chose sur le fond avec le système électoral qui devrait être pas mal plus lean en termes de procédés. De là à dire que ça a fait balancer l'élection, je pense que c'est un claim qui est quand même extraordinaire. Puis même si, sur le fond, c'est peut-être vrai, je dis pas que c'est vrai, mais comme toi, je dis exactement qu'il faut que tu amènes des preuves irréfutables et quand même assez claires qu'il y a définitivement fraude, ce qui n'a pas été fait. Donc, tu sais, c'est quoi ton winning move? Là? C'est quoi ton endgame d'amener un scénario comme ça si tu n'as pas de levier pour faire reconnaître là, ta victoire? Là? C'est toujours des stuns par-dessus stuns, le tout enrobé là, du narcissisme à la Trump. Donc, ça le fait un temps, mais là, c'est définitivement plus assez pour gagner des élections. Oui, mais là, ils vont... Là, c'est des rumeurs, je ne sais pas trop quoi, là, mais ils disent que c'est ce soir qu'il va annoncer qu'il y va. Là. Ah, il va y aller. C'est sûr ça, il va le dire à soir. Là. Ouais, écoute, en même temps, c'est quoi son objectif avec ça? Il y a définitivement encore du support. Par contre, tu sais, c'est quoi le soutien s'effrite quand même rapidement. Déjà que c'était difficile d'avoir du soutien public, là, tu as perdu une autre fois. Donc, tu double down toujours. À un moment donné, tu commences à manquer de capital, là, tu sais. Donc, je ne sais pas honnêtement. Moi, je pense que le contender, là, moi, je miserais pas mal plus sur DeSantis. Je pense que c'est pas mal réglé. C'est une question de temps. Tu sais, c'est de facto, je pense, le leader du Parti républicain. Même les démocrates commencent à le réaliser, là. Donc, je ne sais pas où ce qui s'en va avec toi, Trump. Là. Ça va être à suivre, là. Il nous a surpris plusieurs fois en pensant qu'il était mort. Mais là, moi, j'ai de la misère à voir comment il peut répondre. Moi, ce qui me choque de Trump, là, je l'ai exprimé... Je l'ai exprimé il y a peut-être une couple de jours. Ce qui me choque de Trump, c'est qu'il donne raison. Tu sais, moi, je le défendais, Trump. Puis, s'il faut, entre Biden et Trump, je vais encore défendre Trump. Là. Mais, je veux dire, à un moment donné, les gens, ce qu'ils reprochaient à Trump lui donne raison. Ça m'énerve parce que on est là pendant des années. Non, puis telle affaire. Puis là, à un moment donné, boum, je peux pas...
ne vais pas me cacher bien. Il a carrément fait ce que l'autre disait, pourquoi il n'aimait pas Trump, pourquoi il le trouvait dangereux. Il le fait. Et une des choses que j'aime pas, c'est les attaques sournoises. Je comprends là, la politique, je comprends, mais tu sais, à un moment donné, si tu veux donner l'impression que tu es un leader et quelqu'un de trustable, faut que tu montres une certaine fidélité, une certaine, une alliance forte avec les gens avec qui, tu sais, DeSantis, là, c'est pas un ennemi. D'aller dire ce qu'il est allé dire 3 jours avant l'élection, puis essayer de se reprendre le lendemain, puis que finalement, il leur planté le lendemain de l'élection, avec des affaires très bébé là. J'ai eu plus de votes que lui en Floride, alors que c'est une élection présidentielle. Ça a toujours été le cas entre les midterms, c'est les élections présidentielles. Puis après ça, c'est un un gars qui n'a pas trop de talent. C'est un genre de demi-gouverneur. Il n'est pas fort. Là, après ça, on a eu l'entrevue de David Muir avec Mike Pence. Pence a été bon pour lui, OK? Pence, c'est un gars que j'ai appris à connaître pendant sa vice-présidente. Au début, je me pensais que c'était un gars fait en cire. Puis finalement, par après, j'ai entendu des affaires de lui, puis j'ai trouvé que, bon, il y en a qui capotent sur le côté Christian, là, mais il l'avait très fort, mais c'est pas grave. Quand le gars parlait, il y avait une structure derrière sa pensée, puis j'ai appris à respecter Mike Pence. Est-ce que Mike Pence a sorti à ABC hier avec David Muir, tu sais, comme de quoi, comment il a été attaqué, comment il s'est fait abandonner par Trump? Ça, là, moi, d'un leader, je veux pas avoir ça. Je le sais que c'est la politique. Je le sais comment c'est sale. Mais il faut que tu me montres que tu as un côté, tu as des valeurs que moi, je défends, puis que toi, tu les as. Mais est-ce que Trump, c'est réellement un républicain? C'est-à-dire dans le sens que c'est c'est comme un indépendant. C'est comme un genre d'indépendant. Ça, c'est un démocrate, même plus que. C'est ça, c'est un démocrate. Puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, Jeff, Mike Pence était venu combler un peu ce déficit de crédibilité-là avec la droite plus fondamentaliste américaine, là, avec justement la droite chrétienne, etc. Parce que Trump, le gars avait comme 3 divorces, une faillite. Le gars est un démocrate de New York. Là, donc, c'était difficile d'être crédible dans un giron républicain traditionnel. Ça, je suis d'accord. Mais sur le fond, tu as raison sur le fait qu'un leader, à la base, c'est quelqu'un qui défend l'équipe. C'est quelqu'un qui prend les coups, qui va défendre tous les candidats. On en a parlé ça récemment là, au niveau de l'élection québécoise. C'est quelqu'un qui, quand les médias vont attaquer tes candidats, tu vas défendre tes candidats en disant que tu as la meilleure équipe, puis que tu es fier de tous tes candidats, puis que tu vas au front pour eux autres, parce que ça, là, c'est ça qui sauve. Quand tu traverses des années difficiles, c'est là que ton équipe te back puis que les leaders vont perdurer là, dans un système électoral. Et Trump a toujours, tu te rappelles, il avait congédié le secrétaire d'État genre par un tweet. Le gars, c'est l'ancien président d'Exxon. Il avait appelé ça dans un tweet. Oui. C'est des affaires qui se font pas, là. Donc, tu sais, effectivement, difficile à défendre. Après ça, il traitait de tonton. Là. Il avait quand même donné un job. Puis 24 heures après, il traitait de tous les noms. Ça, c'est le bout difficile. Tu sais, puis, regarde, il y a un paquet d'affaires que j'admire de Trump. Là. Je vais continuer à dire qu'il nous a donné confiance devant les médias. Je pense qu'on doit en donner beaucoup à Trump. Mais ça y pète d'en face. Ce genre d'instabilité, infidélité, manque carrément de respect envers les gens qui étaient avec lui, puis qui, à un moment donné, un jour, on dit quelque chose que lui n'a pas digéré, puis bang, ils deviennent automatiquement des trous de cul, là. Ouais, mais Trump devrait apprendre. Moi, j'aime bien l'expression don't hate the player, hate the game. Là. Donc, lui, c'est toujours dirigé sur des gens et non pas sur le système en général. Donc, à un moment donné, tu prends ta perte puis tu passes à un autre shot. Tu passes à un autre appel. Là. Ceci dit, regarde, le résultat d'élection, c'est que tu vas avoir un gridlock, c'est-à-dire que les chambres sont divisées. Les républicains vont contrôler la Chambre des représentants, le Sénat aux démocrates et la présidence. Le marché semble aimer. Là, regarde, depuis quelques jours, c'est sûr que ça coïncide avec le pic, le potentiel le plafond de l'inflation avec un potentiel revers là, de la Banque de la Réserve fédérale pour l'augmentation des taux. Regarde, le USD perd 5% sur un mois, là, ce qui est quand même majeur. L'or fait 8% sur un mois. Donc, on commence à revoir une dynamique de marché plus normale, là, je te dirais, là, depuis quelques jours. Là. Hey, allons sur l'histoire de FTX. Essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. Je sais que Jerry sur Radio Pirate Prime nous a raconté un peu sa vision de l'histoire avec Gisèle et Tom Brady. Oui. Donc, il y a un paquet d'affaires là-dedans. C'est du monde un peu drôle. Là. Je veux dire, le frisé, la madame qui était sa bras droite avec les grosses lunettes qui avait l'air d'un enfant de 14 ans. Ouais. C'est une histoire complètement capotée, là.
Non, ben le gars, honnêtement, c'est facile à dire après, mais moi, j'ai toujours été un peu sceptique de cette compagnie-là. Premièrement, ça a sorti un peu de nulle part. Là. En 2019, en 2-3 ans, ça valait genre 50 milliards. D'ailleurs, ils ont levé, je pense, quelque chose comme 30 milliards. Excuse, ils ont levé, je pense, 15 milliards à une valuation de 40 milliards il n'y a pas si longtemps. Donc, il y avait quand même un consensus assez solide derrière le fait que c'était the next big thing là, dans la crypto. Mais t'enlèves justement la crypto, c'est que l'histoire est assez simple. Là. C'est une fraude classique, là, ce qui s'est passé avec FTX. C'est que le gars, Sam Bankman-Fried, il avait un hedge fund en parallèle, Alameda Research, et lui pigeait dans l'actif des déposants chez FTX pour justement spéculer de son côté avec son hedge fund. Mais la particularité de ça, c'est que c'est pas juste ça, c'est qu'il y a une partie du collatéral, en fait, une grande partie du collatéral qui était mis derrière les fonds pour spéculer, qui partait d'une crypto qu'ils émettaient eux-mêmes. Donc, c'était vraiment, là, c'est quand même assez incroyable. Puis eux, ils tentaient de défendre le coin qui s'appelle FTT, là, tentait de maintenir le prix de ce coin-là pour une raison assez simple, c'est que une bonne partie du collatéral de leur marge de trading pour le fonds parallèle provenait de cette crypto-là. Donc, c'est quand même incroyable. Là. C'est une histoire assez simple qui semble compliquée, mais sur le fond, c'est très simple. C'est une fraude classique d'appropriation des fonds des déposants pour spéculer. Et écoute, tu regardes le gars, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait l'air un peu attardé. Là, je l'écoutais parler, il avait pas l'air de trop comprendre des concepts quand même de base en crypto. Quand tu compares un gars comme CZ, le gars de Binance, en passant, le gars a déjà été à Montréal, là, CZ, j'ai déjà été connecté avec, puis lui, c'est un petit génie. Là. Lui, tu vois qu'il comprend, comparativement à SBF. Moi, j'ai jamais été vraiment surpris, impressionné par ce gars-là. Puis, le plus gros red flag, Jeff, là, c'est la philanthropie du fondateur. Tu sais, quand ils veulent plus donner que, entre guillemets, s'enrichir, là, ça, c'est toujours un red flag. On a eu au Québec ici une couple de même, là. Oui. Qui voulaient faire des taxis électriques, puis qui voulaient plus donner, puis que leur but dans la société, c'était de redonner le plus possible. Ça, c'est toujours un red flag. Quand que dans leur pitch, le point, c'est de redonner à la société, là, ça, c'est toujours un gros, gros red flag. D'ailleurs, il a réussi à endormir pas mal de monde. Là. Il a donné énormément aux démocrates. Il y avait les histoires green. Les histoires green ont fait qu'il y a des artistes qui ont été attirés par ça, la femme de Brady, etc. Donc, pour un gars qui avait l'air de rien, il les a quand même charmés. Là. Tu sais, je veux dire, le gars, tu as raison, quand tu le regardes, il a l'air d'un attardé complètement. Là. Et tu sais, je voyais des vidéos avec Tom Brady et tout ça. Là. C'est malade qu'il ait réussi à convaincre ces gens-là de mettre autant. Là. Non, exact. Mais tu sais, c'est la preuve que quand tu as le bon narratif puis quand tu es du bon bord, écoute, tu peux faire embarquer du monde dans n'importe quoi. Là. C'est quand même, puis je pense que c'est quand même des gros montants. Je pense qu'il y avait quand même des commitments. Là, on va finir par connaître la vérité. Là, mais je pense qu'il y avait quand même des commitments en crypto qui étaient comme restés sur la plateforme. Donc, à quel point ils ont fait vraiment des chèques là, à ces artistes-là. Ça, c'est une autre histoire. Mais bref, cette histoire-là, ça ramène toujours pour moi, qui est le fondamental dans ce secteur-là. Les fondamentaux, pour moi, restent entiers. Là. Le plus important, c'est Bitcoin. En fait, Bitcoin n'est pas affecté par ça. C'est un joueur qui s'est planté en faisant des malversations quand même assez simples. Ça a un effet sur le Bitcoin. Mais là, tu vois, ça recommence à remonter un petit peu parce que maintenant, le monde réalise, OK, ça a un effet. C'est déjà comme moins 75% sur un an. Fait que la réalité, c'est que historiquement, ça a toujours été payant d'acheter les gros pullbacks. Là, tu vois, moins 50%, moins 75%. Tu entreposes tes bitcoins de manière sécuritaire en dehors de ces joueurs un peu douteux. Wallet. Là. Donc, wallet, c'est pur et simple. Dans un wallet. Puis l'affaire que ça fait, je parlais justement avec un ami hier qui est un peu une de mes références sur le sujet. Puis il me disait, tu sais, il dit ce que ça fait quand tu enlèves tes bitcoins de ces plateformes-là, c'est que ça limite le levier de ces plateformes-là. Parce qu'eux autres, ils utilisent ça comme levier. Ils réhypothèquent les bitcoins qui sont sur les échanges ou entreposés, on l'a vu avec Celsius. D'ailleurs, FTX, la caisse de dépôt de l'Ontario, qui est Teachers, un des plus gros fonds souverains, un des plus gros fonds institutionnels en Amérique du Nord. C'est 150 ou 250? Ben, je pense qu'il y a 2 filiales pour plus de 200 millions, je pense. Ouais, c'est ça. Puis ça, honnêtement, là, s'il y avait eu... C'est incroyable comment un simple due diligence aurait pu être fait là-dessus. Même chose avec la caisse, avec Celsius. Ils se sont fait rouler dans la farine. Il y a même des rumeurs à l'effet que peut-être des gens qui auraient été payés par la bande en crypto pour faire embarquer dans le deal rapidement.
Donc, ça, là, c'est Mais quand là, même incroyable. en fin de semaine, il y avait des rumeurs aussi, là, parce que vous savez qu'un des plus gros joueurs qu'on voit, regardez, bon, l'Arena, FTX avait les noms sur l'Arena du Miami Heat, mais Crypto.com a mis son nom sur l'Arena des Kings et la NBA, c'est les Lakers. les Lakers. Ensuite, ils sont un des plus gros partenaires de la F1 quand tu regardes ça, là, avec les Heineken de ce monde, puis Rolex et compagnie. Donc, Crypto.com. Mais là, en fin de semaine, je voyais dans la nuit, quand je me suis réveillé, je pense samedi matin ou dimanche matin, je voyais qu'il y avait un genre de thread qui était parti, comme de quoi que les gens devaient enlever leur argent sur Crypto.com, que ce serait les prochains. Il est arrivé quoi avec Crypto.com? Écoute, ça en a un autre que j'ai jamais vraiment compris non plus. Là. Tu sais, c'est des c'est un peu le même principe. Là. Le point, c'est d'attirer les dépôts. Après ça, ils émettent leurs coins. Les autres, ils ont comme une carte aussi de paiement. Mais pour avoir la carte, ça te prenait les coins. Fait que c'est toujours un scam c'est toujours un peu la même base. Là. Puis le but, la tentation ultime, c'est d'émettre ton propre coin et de spéculer en utilisant le coin comme collatéral. Fait que, tu sais, potentiellement que Crypto.com est aussi à risque. Donc, honnêtement, le plus safe à l'heure actuelle dans ces gros-là, c'est probablement Coinbase, même si je ne suis pas un gros fan de Coinbase parce qu'ils sont dans le shitcoining quand même pas mal. C'est quand même une compagnie qui est en bourse et qui est auditée de A à Z. Là. Donc, je pense pas que Coinbase va faire belly up là, dans les prochaines semaines. Au contraire, c'est probablement un des plus solides, en guillemets, dans ces échanges traditionnels-là. Mais la leçon de ça, c'est acheter les pullbacks, retirer vos bitcoins des échanges, puis soyez patient. Dernier sujet rapide avant de te laisser, mon chum Joe. Les masques. On n'entend pas parler de ça bien dans le monde, mais ça en parle. Ça a commencé par l'Ontario. Bien sûr qu'on allait sauter là-dessus au Québec, surtout avec le mandat des médias. C'est clair que tous les médias, tous les chroniqueurs, même les journalistes en général qui ont à écrire un texte bien simple, vont aller voir les spécialistes, entre guillemets, qui vont recommander le port du masque à l'école, le port du masque dans les endroits publics. On commence même à parler peut-être de restreindre Noël. Donc, les médias ont un agenda assez clair. Du côté de l'Alberta, la première ministre, on l'appelle comment? C'est une première ministre, il l'appelle... complotiste. Complotiste. Complotiste, hein? Exact. La première ministre, Danielle Smith, la complotiste... C'est n'importe quoi. Elle a dit, les masques, moi je résiste à ça, ça va être non. Qu'est-ce qui va arriver ici? Est-ce qu'on aura une Danielle Smith qui va se lever en François Legault ou en Dubé? Qui va se lever de bout pour dire, non, on va recommander, puis ça va finir là. Ben, je pense que c'est ça qu'ils vont faire ultimement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le pivot de COVID vers, entre guillemets, les virus respiratoires. Oui. Comme par hasard, c'est le retour de la grippe. Ça, on l'avait prédit là, dès 2020. Moi, je me rappelle, on avait eu cette discussion-là. Là, ils reviennent par la bande avec la grippe. Je pense pas qu'ils vont pousser pour plus de mesures parce qu'il n'y a rien à gagner. Là. Si on regarde les incitatifs pour la CAQ, ils n'ont rien à gagner de poursuivre là-dedans. Ça va demeurer une recommandation, point final. D'ailleurs, ça démontre à quel point toute la pression et les obligations des dernières années étaient complètement ridicules quand tu vois à quel point ils sont prêts d'abandonner tout ça dès que l'élection est passée. Là. C'est quand même assez incroyable. Et surtout, ce qui est assez évident depuis, je pense, le début de l'automne, c'est le fait que les enfants sont le plus affectés par ça à cause du système immunitaire qui accuse un déficit en lien direct avec les mesures sanitaires excessives là, qu'on a eues dans les dernières années. Les enfants, les jeunes n'ont pas été exposés aux virus qu'ils sont généralement. Ils jouent ensemble, ils vont à l'école, etc. Et tu as une certaine, je pense, immunité de groupe qui se développe. Ben là, le fait des isoler puis des garder à la maison, ça l'a créé cette bombe à retardement-là qu'on vit. Là. Moi, j'ai des amis avec des jeunes enfants, puis là, tout le monde est malade. Là. Pourquoi? Exact. Parce que justement, et ça, on l'avait aussi prédit, je me rappelle qu'on l'avait prédit, que quand tu gardes les gens enfermés, c'est une bombe à retardement. Puis il y a quelques médecins, quelques spécialistes courageux qui l'avaient dit à l'époque. Mais ça va être incroyable de voir avec le recul le nombre, le dommage, les dommages collatéraux qu'on a créés sur la société avec cette folie-là. Ça ne fait que commencer, je pense. Mon feeling, c'est que, d'abord, c'est ce que les journalistes oublient qu'on doit retourner en urgence sanitaire pour imposer le masque. Ça, c'est le bout qu'il ne faut pas oublier. Et l'autre affaire, c'est que je suis un peu d'accord avec Jerry. Je pense qu'au début, j'étais un peu sceptique, mais j'ai l'impression, en parlant avec des gens autour de moi, que
Puis peut-être qu'on est à part, là, mais j'ai le feeling que les gens n'embarqueraient pas. Il y aurait peut-être une quantité... non, il y aurait, je suis d'accord avec toi, il y aurait une désobéissance. Et ils le savent, ça. Ouais. Ils le savent et ils veulent pas avoir l'air fou en Voilà. tentant. Honnêtement, ils veulent pas mourir sur cette colline-là. Non, exact. Thank you, Joe. Un plaisir de te parler. On se repogne mardi prochain. Mon nom est Jeff Fillion. On revient dans un instant avec la poubelle à Jeff, justement, pour finir aujourd'hui, mardi. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com